Si on se positionne du côté de l'acteur public, évidemment que la question de la recette, entre guillemets, est une question légitime. Il n'y en a pas. Force est de constater qu'on peut observer une scène, son évolution, même sa disparition, mais pour autant, générer les conditions d'émergence d'une scène pour un acteur public paraît une chose compliquée. Le programme SKAENA, l'équipe qui s'est constituée, en fait, a cherché à répondre à une insatisfaction, peut-être une double insatisfaction. Lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi les activités culturelles et artistiques se concentrent dans l'espace, en général dans l'espace urbain, mais aussi dans l'espace rural, on a recours à des outils d'observation et d'analyse comme les clusters culturels, créatifs, les quartiers culturels et créatifs, qui, pour l'un, renvoient à l'économie d'innovation et se spécialisent sur l'observation de filières d'activités productives, de culture et d'art, et pour l'autre qui renvoie à des politiques d'aménagement et de renouvellement des espaces. Mais dans le fond, ni l'une ni l'autre ne rend compte des modalités un peu plus complexes, il nous semble, d'encastrement des activités culturelles et artistiques dans la ville, du lien qui se lie avec les populations locales, avec d'autres activités de la ville. Pourquoi et comment certaines formes d'encastrement font irruption dans l'espace public, se rendent visibles. Et c'est précisément ce que nous appelons une scène. La scène, si on fait référence à la métaphore théâtrale, c'est le passage des coulisses à la scène précisément, c'est-à-dire ce moment où une activité jusque-là invisible devient visible pour tous, à la vue de tous. Et c'est précisément ça qui nous intéresse dans notre programme de recherche. C'est une vraie bonne question. Si on se positionne du côté de l'acteur public, évidemment que la question de la recette, entre guillemets, est une question légitime. Il n'y en a pas. Force est de constater qu'on peut observer une scène, son évolution, même sa disparition, mais pour autant, générer les conditions d'émergence d'une scène pour un acteur public paraît une chose compliquée. Cela étant dit, il y a des manières de l'observer qui permettent peut-être de déplacer la focale de la création de la scène à son accompagnement, lorsque on estime qu'il est juste de l'accompagner. Les chercheurs de l'équipe SKAENA, qui est un programme interdisciplinaire, ont bien mis en valeur que accompagner une scène, en tout cas, du moins à l'observer, c'est déjà être capable de renseigner sur la constitution d'un réseau de créateurs, d'un réseau d'activités culturelles et créatives, le fonctionnement de ce réseau. C'est la partie invisible, dans le fond, de la scène. Ça renvoie à des concepts comme le milieu créatif, le cluster, les mondes de l'art. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire scène, il faut que les activités de ce réseau se rendent visibles, notamment dans l'espace de tous, l'espace public, l'espace de la ville. Cet espace public qui, temporairement, le temps d'une activité, devient l'espace du public. Pour cela, il faut que se coordonnent des actions collectives de la part de ce milieu, de ce cluster, de ce monde de l'art, pour se rendre visible. C'est ce qu'on appelle la scène construite. Parfois même, l'acteur public peut participer à rendre visible la concentration dans l'espace de certaines activités artistiques et culturelles. À côté de cela, il y a une dimension médiatique, c'est-à-dire qu'il est évident que pour se rendre visible, un milieu va essayer de se raconter, et parfois la presse locale, nationale, internationale va aussi raconter ce qui se passe dans ce qui pourrait potentiellement être une scène. Parfois même, on arrive à des situations où une scène est reconnue internationalement, mais totalement méconnue localement. La constitution de ce réseau, la construction d'actions collectives en vue de rendre visible la couverture médiatique peut générer ce qu'on va appeler des ambiances, c'est-à-dire un éprouvé particulier. Lorsqu'un individu, un habitant, un visiteur, un touriste, se balade dans ces territoires scènes, on mobilise l'appareil sensible d'une manière un peu différente que dans d'autres territoires. Le son de la musique qui sort d'un bar, l'odeur
d'un restaurant particulièrement marqué par une présence culturelle symptomatique d'un espace. La concentration finalement de tous ces signaux sensibles participe d'une manière ou d'une autre à générer des ambiances spécifiques qui est l'un des marqueurs de la visibilité des activités d'un milieu, d'un cluster ou d'un monde de l'art dans l'espace public. Ce sont bien évidemment tous les acteurs participant à un réseau de création. Donc les artistes, les entreprises liées à cette activité artistique, les galeristes lorsqu'il s'agit d'exposer cet art, les responsables d'équipements culturels, de tiers-lieux, mais aussi les responsables de bars, de cafés, qui sont des lieux d'exposition de l'art, d'exposition de la musique, les opérateurs immobiliers qui peuvent se saisir de l'identité particulière d'un quartier marqué finalement par cette ambiance si particulière. Pensons à ces cas paradigmatiques comme le Soho new-yorkais par exemple. Bref, tous ces acteurs enchâssés finalement à la fois dans la production d'un bien, d'un produit culturel ou d'un objet d'art, mais également dans l'ambiance qui accompagne l'expression de cette activité dans l'espace de la ville. L'exemple paradigmatique de la scène, c'est probablement Montmartre à Paris. Pour une raison assez simple. Lorsqu'on regarde bien Montmartre, en tout cas le Montmartre du début du XXe siècle, on se rend compte que c'est une configuration urbaine assez particulière. Montmartre est situé en haut d'une butte, et sur cette butte vivent une population faite d'ouvriers et d'agriculteurs, puisque Montmartre est encore à ce moment-là une butte cultivée, mais dans laquelle subsiste toute une population de manière assez précaire, qui composent avec l'existant, avec une vie assez difficile. Ce sont des gens qui recyclent les objets dont ils ont besoin, les vêtements, la nourriture, les meubles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le début du XXe siècle est aussi marqué par l'arrivée d'une colonie d'artistes, qu'on appellera les cubistes, autour de quelques grands noms. On pense tout de suite à Braque, à Picasso, à Lawrence, à Gris, qui, tous ces artistes, ont la particularité, à ce moment-là, d'épouser les modes d'habiter Montmartre. Ce sont des gens qui vont partager la précarité dans la vie quotidienne. Ce sont des gens qui vont partager les lieux de vie. C'est une époque où la vie villageoise se joue beaucoup en dehors du logement, qui sont souvent petits et peu confortables. Ça se passe dans les places publiques, ça se passe dans la rue, ça se passe dans les cafés, dans les bars. Et cette manière d'épouser le mode de vie des Montmartrois va se traduire dans les innovations artistiques qui vont caractériser ces avant-gardes. Le collage, le sablage, l'assemblage d'objets qui n'ont rien a priori d'artistique dans des œuvres qui, elles, par contre, vont être valorisées comme telles sur le marché balbutiant finalement de l'art moderne, sont autant de preuves de cette collusion, de cette transpiration entre un mode d'habiter montmartrois, un mode de créer finalement cubiste, qui ne peut s'opérer qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ces conditions-là. Alors, Montmartre est certes un cas paradigmatique, mais il y a d'autres espaces qui sont assez symptomatiques dans la ville contemporaine de ce qu'on pourrait appeler Seine. À Grenoble, par exemple, un quartier qui s'appelle le quartier Beria est marqué par sa position péricentrale d'ancien quartier ouvrier, qui était marqué par une typologie architecturale assez particulière. Il y avait la résidence des patrons, la résidence des ouvriers, mais également l'industrie légère, des petits bâtiments qui ressemblent d'ailleurs aux bâtiments résidentiels. Ce quartier va être, avant d'être transformé, renouvelé dans les années 90, colonisé par toute une série d'activités artistiques et culturelles qui vont le positionner comme une véritable scène, notamment par exemple dans le cadre du cinéma expérimental. Il y en a encore quelques traces, comme l'ancien squat qu'on appelle le 102. Mais c'est aussi et surtout un quartier qui est marqué par toute une série de vagues migratoires qui en font un espace de diversité culturelle très connu et reconnu des Grenoblois. Dans cet espace, dans ce quartier, se concentrent à la fois les activités artistiques, mais aussi les activités socio-culturelles, les activités liées à l'éducation populaire, qui font que la vie de ce quartier est rythmée par des événements, des fêtes de quartier, des marchés, toute une série, si vous voulez, d'occasions qui s'ancrent dans des lieux où on peut croiser une offre culturelle et aussi une population qui est directement touchée par cette offre culturelle et qui va agréger des visiteurs, d'autres habitants de la métropole autour d'expressivités culturelles très particulières qu'on retrouve souvent dans ces quartiers péricentraux multiethniques marqués par une forte diversité culturelle.
Cette configuration particulière, en se répétant dans l'espace-temps, fait scène. Et on retrouve ces configurations dans bon nombre d'autres quartiers. Par ailleurs, il y a des territoires où on retrouve des phénomènes d'agglomération, d'activité artistique et culturelle, et pour autant il n'y a pas scène. Je pense à Metz, par exemple, où le Pompidou était la promesse finalement d'agréger autour de cet équipement culturel majeur toute une série d'activités culturelles. Force est de constater que s'il y a concentration d'équipements, il n'y a pas nécessairement scène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas expression d'un réseau d'acteurs enchâssés dans la création artistique, dans l'espace public, qui puisse s'articuler avec l'expressivité des habitants, des besoins de visiteurs, etc. Je pense également à Arles, qui est connu aujourd'hui pour être le lieu qui accueille la fondation de Maya Hoffman et toute une série d'activités autour de la photographie, mais qui pour autant ne rencontre pas nécessairement dans l'espace public de la ville la population, les habitants. Ça fait événement, mais ça ne fait pas scène. Nos travaux semblent montrer que les scènes, en effet, sont éphémères. Elles sont, comme le disait Alan Bloom, un chercheur au début des années 2000, elles sont mortelles. Il y a des cycles. Il y a l'émergence, la maturité et la dissolution, la disparition, en un certain lieu, à certains moments. Parfois, cette disparition se transforme en réapparition, mais dans d'autres territoires. Pour boucler avec l'exemple de Montmartre, il est intéressant de voir qu'alors même que la scène montmartroise se dissipe, elle se patrimonialise quasiment en même temps. On est dans les années 1915-1920, on voit que Montmartre est un haut lieu finalement de ce qu'on va appeler au XXe siècle le tourisme urbain. Mais cette scène montmartroise ne disparaît pas totalement, elle migre, notamment dans le quartier de Montparnasse, sur la rive sud de la Seine. Donc ces cycles de vie de la Seine sont assez caractéristiques d'un phénomène qui est assez labile dans l'espace et dans le temps, et qui rend la Seine difficilement instrumentalisable, mais d'autant plus stimulante à observer. Bro.